Pierre le Grand et son fils Alex ne s'entendaient pas. Pierre négligeait son garçon, pendant que la mère d'Alex lui apprenait à mépriser son père. Mais malgré tout, personne ne pourrait dire qu'Alex méritait la trahison horrible de Pierre. Né à Moscou en 1672, Pierre était le 14e enfant du tsar Alex de Russie. Bien qu'il fût si bas dans l'ordre de succession, son père portait un vif intérêt à ce garçon. Pendant les 4 premières années de sa vie, Pierre jouissait du genre d'enfance fastueuse que l'on attendrait d'un tsarévitch. Puis, eh bien, les choses ont pris une tournure dramatique. Le tsar Alex mourut lorsque Pierre n'avait que 4 ans. Le frère de Pierre, Théodore, âgé de 15 ans, monta sur le trône ensuite. Mais voici le problème. Théodore était un enfant faible et maladif, qui était devenu un adolescent faible et maladif. Et malheureusement, au XVIIe siècle, être faible et maladif signifiait que votre vie était un pari risqué. Les gens en Russie ne s'attendaient pas à s'habituer trop longtemps au tsar Théodore, si vous voyez ce que je veux dire. Théodore réussit à tenir quelques années avant de succomber à une maladie. C'est alors que la vie de Pierre devint très intéressante. Voici ce que vous devez savoir. Le tsar Alex avait 2 épouses. Ces 2 épouses avaient des familles. Et ces 2 familles voulaient que leur aîné devienne le prochain tsar. Donc, même si le frère aîné de Pierre, Ivan, aurait dû être le prochain tsar, sa famille avait d'autres plans. Ils avaient aussi un avantage. Leur candidat, Ivan, disons, n'était pas tout à fait sain d'esprit. Finalement, les boyards russes prirent une décision. Pierre, âgé de 10 ans, serait le prochain tsar. Le seul problème était que certaines personnes étaient furieuses de cette décision. Pierre n'avait pas seulement des frères, il avait aussi 6 demi-sœurs aînées. Et toutes n'étaient pas ravies de cette règle, selon laquelle seuls les garçons pouvaient hériter du trône. L'une de ses sœurs, Sophia, décida de passer à l'action. Aucun petit frère de 10 ans, un gamin insolent à ses yeux, n'allait mettre ses mains sales sur la Russie si elle avait son mot à dire. Sophia convainquit les Streltsy, le corps militaire d'élite russe, de se soulever en rébellion. Ensuite, elle montra à la famille de Pierre à quel point elle pouvait être brutale. Pierre le Grand fut témoin d'horreurs qu'aucun enfant ne devrait voir. Sophia fit assassiner plusieurs des proches parents et amis de Pierre lors de son coup d'État violent. Pire encore, Pierre était présent en personne pour assister à certains de ces massacres. Une expérience aussi horrible aurait pu briser un autre enfant. Mais Pierre le Grand n'était pas comme les autres. Bientôt, ce serait lui qui commettrait les atrocités. Sophia voulait gouverner la Russie, mais elle ne pouvait pas être assez audacieuse pour se proclamer tsarine. Certainement pas tant qu'elle avait encore des frères. Au lieu de cela, elle força les boyards à nommer son demi-frère Pierre et son frère aîné Ivan comme co-tsars. Et pendant qu'ils atteignaient leur majorité, qui dirigerait le pays en tant que régente? Eh bien, Sophia, bien sûr. Bien sûr, les tsars ne peuvent pas passer leurs journées à jouer avec des jouets. Ils doivent se marier et avoir des enfants. Contre la volonté de Pierre, sa mère le poussa à épouser Eudoxie Lupina, la fille d'un noble russe mineur. Peut-être qu'Eudoxie pensait avoir touché le gros lot. Un jour, elle était une aristocrate insignifiante. Le lendemain, elle était la tsarine de Russie. Malheureusement, ce n'était pas un conte de fées. C'était plutôt une histoire d'horreur. Que dire? Pierre le Grand ne voulait vraiment pas épouser Eudoxie Lupatina. Il ne la traita jamais bien, et ils restèrent froids et distants tout au long de leur mariage. Mais cela ne signifie pas que Pierre n'était pas intéressé par les femmes, juste pas par sa femme. Il prit rapidement une femme néerlandaise nommée Anna Mons comme maîtresse. Contrairement à sa femme, Pierre adorait Anna, et cela apporta beaucoup de pouvoir et d'influence à elle et à sa famille. Mais d'abord, Pierre devait obtenir le vrai pouvoir.
À l'été 1689, Pierre avait 17 ans, était marié contre son gré et en avait assez de jouer avec des bateaux. Il était prêt à prendre ce qui lui appartenait. Bien que tout se passait en coulisses, une guerre froide éclatait en Russie. Pierre contre Sofia. Mais qui l'emporterait? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Surprise, surprise. Il y avait beaucoup de gens en Russie qui méprisaient l'autocratique Sofia et ses manigances. Ils se rallièrent à Pierre et, après une lutte de pouvoir, le tsar l'emporta. Sa vengeance contre Sofia fut dévastatrice. Pierre la força à renoncer à son nom, ses titres et sa position dans la famille royale. Puis, il l'enferma dans un couvent où elle dépérit rapidement, mourant dans les 6 ans. Maintenant, il était enfin temps pour Pierre de prendre le contrôle. Vraiment? Même si Sofia était partie, Pierre ne dirigeait toujours pas la Russie directement. Bien sûr, il avait encore un kotsar en son frère aîné Ivan, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Non, c'était la mère d'Ivan, Natalia, qui était la véritable rivale. Toujours présente après toutes ces années. Elle gouvernait à la place de son fils. Ce n'est qu'après le décès de Natalia en 1794, suivi peu après par celui d'Ivan 2 ans plus tard, que Pierre obtint enfin les clés du château. À ce moment-là, il était devenu un jeune homme redoutable. Pierre le Grand était une force de la nature, et il était sur le point de le prouver. Quand Pierre prit enfin les rênes de la Russie, il observa son tsarat, et ce qu'il vit ne lui plut pas. On était presque en 1700, et comparé à l'Occident, Pierre pensait que la Russie était encore à l'âge de pierre. Il mit rapidement en œuvre de vastes réformes qui touchèrent presque tous les aspects de la vie russe. Son objectif était de faire entrer la Russie dans le XVIIIe siècle. Eh bien, beaucoup de gens aimèrent les choses telles qu'elles étaient. Les choses allaient devenir sanglantes. Surprise, surprise. Quand Pierre le Grand tenta de tout changer dans la vie russe en un clin d'œil, les gens se révoltèrent. Des rébellions éclatèrent à travers toute la Russie. Mais Pierre le Grand n'était pas quelqu'un que l'on voulait défier. Il avait dû apprendre une chose ou deux de sa sœur aînée Sofia, car les tactiques d'aide brutales qu'il utilisa pour réprimer les rébellions semèrent la peur dans le cœur de quiconque pensait à lui désobéir. Le petit garçon qui avait vu ses propres membres de sa famille massacrés sous ses yeux massacrait maintenant les rebelles par milliers. Oh, et il était aussi père. Alex Petrovitch, le fils et héritier de Pierre, naquit en 1690. Mais Pierre ne spâmait pas exactement devant le garçon. Il était occupé à moderniser la Russie. Pendant qu'il modernisait la Russie, il laissait sa femme et son fils seuls. Et quiconque dit que l'absence rend le cœur plus tendre n'a jamais rencontré ces deux-là. Eudoxie méprisait son mari pour l'avoir abandonné, et elle éleva son fils pour le haïr tout autant. Après leur temps séparé, Pierre passa à l'ordre du jour suivant. Le divorce. Il n'avait jamais voulu épouser Eudoxie de toute façon. Et maintenant qu'il était le grand patron, il se dit qu'il ferait ce qu'il voulait. Il la laissa tomber comme un sac de marteau et la bannit dans un couvent. Elle avait passé 9 années misérables mariée à lui avait donné un fils, et maintenant elle devait devenir nonne, contre sa volonté. Mais Pierre n'avait pas fini de ruiner sa vie pour autant. Son acte le plus cruel était encore à venir. Au début, on pourrait penser qu'Eudoxie avait de la chance. Le couvent où Pierre l'envoya ne se préoccupait pas particulièrement de la forcer à devenir nonne contre sa volonté. Du moins, pas au sens traditionnel du terme. L'ancienne tsarine put vivre une vie relativement normale. Elle trouva même un amant. Mais oh, ce pauvre, pauvre homme. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Pierre le Grand s'attendait à ce que son ex vive une vie misérable en tant que nonne, pas à coucher avec un bel homme du coin.
Quand il découvrit l'affaire, il réagit comme on pouvait s'y attendre. Il fit exécuter l'amant d'Eudoxie, mais pas par une simple pendaison. Selon la légende, il fit empaler l'homme lentement sur un pieu. Oh, et il força Eudoxie à regarder. Et pourtant, d'une certaine manière, cela ne figure même pas dans la liste des 10 choses les plus troublantes que Pierre le Grand ait jamais faites. Après sa liaison avec Anna Mons et une série de maîtresses, Pierre trouva enfin quelque chose qui ressemblait à l'amour avec sa seconde épouse, Catherine. Mais il était toujours tsar. Et bien sûr, il devait avoir quelques maîtresses. Il commença à voir Mary Hamilton, l'une des dames d'honneur de sa femme en 1713. Elle était magnifique et excitante, et Pierre devait la voir. Ils entamèrent une liaison passionnée. Pendant quelques années, les choses semblaient aller plutôt bien pour Mary Hamilton. Elle vivait une vie fastueuse et avait même l'oreille du tsar. Mais rappelez-vous comment les gens autour de Pierre le Grand avaient tendance à mourir de mort absolument horrible. Eh bien, il valait probablement mieux que Pierre le Grand ne connaisse pas votre nom. Quand un ancien amant de Hamilton fut arrêté, il l'accusa d'adultère et d'avortement. Maintenant, c'était déjà un crime en Russie. Mais il y avait une chance que l'enfant de Hamilton ait été celui de Pierre. Après avoir brutalement extorqué une confession d'elle, Pierre fit décapiter son amante. Mais à la manière classique de Pierre le Grand, il devait le faire de la manière la plus tordue possible. Selon la légende, Pierre promit à son ancienne amante qu'il ne permettrait pas au bourreau de la toucher après l'exécution. L'épée tomba. Pierre s'approcha, ramassa la tête de Hamilton et lui parla pendant un moment. Puis il l'embrassa avant de la jeter simplement. Et je déteste le dire, mais ce n'est toujours pas la chose la plus tordue qu'il ait jamais faite. Vers 1723, la santé de Pierre le Grand commença à décliner. Plus précisément, il commença à avoir des problèmes avec ses voies urinaires et sa vessie. D'accord, ce n'est pas idéal, mais ça devient bien pire. L'été suivant, les médecins réalisèrent une chirurgie pour soulager sa douleur et libérèrent 4 livres d'urine bloqués. Je ne peux même pas commencer à imaginer le soulagement. Même après cette chirurgie, Pierre ne s'améliora pas beaucoup. Il resta alité pendant des mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. En octobre 1724, il décida qu'il était guéri. Il quitta son lit et décida de s'adonner à son activité préférée, effectuer de longues inspections des divers projets de construction à travers sa ville. Cela ne semble-t-il pas amusant? Malgré ses propres affirmations, Pierre était loin d'être guéri. Il se surmena tout l'automne et l'hiver, et en janvier, son urémie revint. Malheureusement, on ne peut faire le coup de retirer 4 livres d'urine qu'une seule fois. Il rendit son dernier souffle dans les premières heures du 8 février 1725. Pierre le Grand n'était plus, mais au moins, il avait son fils, Alex, pour prendre la relève. N'est-ce pas? Nous arrivons enfin à l'événement principal. Il est temps de discuter de la tâche la plus sombre sur l'héritage de Pierre le Grand. Pierre le Grand s'attendait à ce que son fils soit aussi dévoué à la Nouvelle-Russie que lui. Une fois qu'Alex fut assez grand, il le fit travailler dur, l'envoyant à travers toute la Russie pour une mission ou une autre. Ainsi, Alex détestait déjà son père. Puis Pierre alla encore plus loin en l'envoyant dans toutes ces campagnes exténuantes au service d'une nouvelle Russie qu'Alex ne voulait même pas. N'importe qui pouvait voir que cette relation père-fils était au plus bas. Mais je doute que quiconque ait prévu ce que Pierre ferait à son propre fils. En 1715, la relation entre Pierre et Alex était à son plus bas niveau. Pierre écrivit à Alex une lettre sévère, menaçant de le déshériter s'il ne se ralliait pas à l'idée de la Nouvelle-Russie. La réponse d'Alex était pitoyable. Il répondit en proposant de renoncer à son droit au trône en faveur de son propre fils, Pierre II.
À ce stade, Pierre était à bout de patience. Il accepta, à condition qu'Alex consente à devenir moine. Dans tous les cas, il ordonna à Alex de le rejoindre immédiatement. Plus de bêtises. Et que fit Alex? Encore des bêtises. Alex n'était pas sûr de pouvoir supporter de devenir moine. Mais il savait certainement qu'il ne voulait pas rejoindre son père. Alors il s'enfuit. Il s'enfuit à Vienne, où il avait un allié en son beau-frère, l'empereur du Saint-Empire romain, Charles VI. Charles savait qu'il valait mieux ne pas s'impliquer dans la politique russe. Mais il savait aussi que Pierre était totalement fou et pourrait très bien assassiner son propre fils. Contre son meilleur jugement, Charles aida Alex, le cachant dans un château à Naples. Comment pensez-vous que Pierre prit cela? Pierre était furieux lorsqu'il découvrit que Charles avait aidé son fils, mais il blâma davantage Alex que Charles. Son propre fils, se rebellant contre lui et trouvant refuge auprès d'une puissance étrangère, c'était trop humiliant à supporter. Alors, il mit son meilleur homme sur le coup. Le comte Pierre Tolstoï était essentiellement l'homme de main de Pierre. Si Pierre avait besoin de faire quelque chose de louche, il se tournait vers Tolstoï. Tolstoï se rendit à Naples en personne. Ce qu'il dit à Alex est perdu dans l'histoire. Mais quoi que ce fût, cela fonctionna. Alex Petrovitch accepta de retourner en Russie, mais seulement si Pierre promettait de ne pas le punir du tout et de le laisser vivre tranquillement et confortablement sur ses domaines avec sa maîtresse Afrosinia. Pierre, excité à l'idée de mettre cette affaire humiliante derrière lui, accepta immédiatement. Mais Pierre avait un atout incroyablement rusé dans sa manche. Il mentit. À la seconde où Alex posa le pied sur le sol russe, Pierre le fit enfermer et soumis à la question. Bien sûr, il avait promis de ne pas punir Alex, mais si Alex était coupable de trahison, alors tous les engagements étaient annulés. Et l'avantage des méthodes de Pierre, c'est qu'elles étaient très efficaces pour obtenir n'importe quelle confession souhaitée. Pierre le Grand avait fait des choses terribles auparavant, mais il plongea vraiment dans l'abîme lors de l'affaire Alex. Il fit sortir son ex-épouse Eudoxie de son couvent et la fit juger pour adultère. Tous ceux qui avaient été amis avec Alex furent empalés, brisés sur la roue ou soumis à toute autre exécution cauchemardesque que Pierre imaginait pour eux. Chaque nom qui sortait des lèvres d'Alex subissait le même sort horrible. Ses serviteurs eurent la langue coupée. Mais après tout cela, il n'y avait toujours aucune preuve réelle qu'Alex ait fait quoi que ce soit de mal. Alors Pierre continua. Après des semaines de tourments inimaginables, la pire chose qu'ils purent à force avouer à Alex était qu'il avait, à un moment, souhaité la mort de son père. Pour Pierre, cela équivalait à une trahison, mais ce n'était pas tout à fait une raison suffisante pour se lancer dans toute cette affaire macabre. Même après qu'un tribunal eut déclaré Alex coupable de trahison et l'eut condamné à mort, Pierre ne s'arrêta pas. Il avait besoin qu'Alex avoue tout, comme pour se prouver à lui-même que tout cela en valait la peine. Eh bien, à la fin, le destin prit la décision pour lui. Le tsarévitch Alex Petrovitch revint à Moscou le 31 janvier 1718. Il endura les méthodes d'interrogatoire brutales de son père pendant près de 5 longs mois. Mais à la fin, son corps fragile ne put tout simplement plus le supporter. 2 jours après que les tribunaux eurent prononcé leur sentence, le cœur d'Alex s'arrêta simplement. Quant à la lignée, lorsque Pierre mourut, sa femme Catherine monta sur le trône, suivie par le fils d'Alex, Pierre II. Pierre le Grand, malgré tous ses horribles défauts, laissa certainement sa marque. Sous son règne, le tsarat de Russie devint le formidable empire russe, faisant de lui le premier empereur de toutes les Russies. Il accomplit plus que peut-être tout autre tsar ou tsarine dans l'histoire de la Russie, et c'était un homme horrible. Merci d'avoir regardé History Expose.
Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factnonat, pour plus de faits incroyables sur